Donc, maintenant, je vais laisser la parole à David et Thomas pour vous présenter. Et on attaquera après les questions. À toi l'honneur, Thomas. Alors, merci. Excusez-moi. Alors, me présenter, moi je suis un essayiste qui travaille en histoire et philosophie des sciences et ainsi qu'en éthique animale. Donc, j'ai écrit plusieurs livres sur ces deux sujets. Et voilà, donc j'ai été un peu interpellé ces dernières années par la question animale et dans les différents sujets que j'ai voulu aborder, il y a la question de la viande de culture. C'est pour ça qu'avec David, on s'est mis tous les deux à écrire ce livre, mais bon, on en dira un petit peu plus après, donc je laisse la parole à David. Eh bien, moi, je m'intéresse à tout ce qui relève du droit, de la philosophie du droit en rapport avec les animaux, ce qu'on appelle le droit animalier en particulier. Et effectivement, je me spécialise depuis de nombreuses années déjà sur tout ce qui concerne la question animale, appelons ça la question animale au sens large, sous tous ses aspects, qu'ils soient historiques, philosophiques ou juridiques. Et évidemment, la viande de culture entre parfaitement dans le cadre de ces réflexions que nous partageons, vous et nous, sur la question animale. Super, merci pour ces présentations. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec une première question là, qui concerne la production d'un point de vue éthique. Donc, on a reçu une question de la part de Marjorie Calise et qui nous dit « Des produits d'origine animale sont souvent employés en culture cellulaire, comme le sérum bovin par exemple. Est-ce que les méthodes de culture de cette viande sont connues pour assurer qu'elle est en effet plus éthique que la viande traditionnelle ?» Alors, je vais commencer, puis David complétera. Il est vrai qu'à ce jour, le sérum fœtal bovin a été utilisé pour développer cette viande et il peut encore être utilisé dans des expériences. Mais l'objectif de toutes les entreprises qui travaillent dans ce domaine, c'est d'éliminer ce sérum bovin. Donc là, quand ça sera commercialisé, il n'y aura plus de sérum bovin. Donc ce problème éthique posé par le sérum bovin était un problème qu'on peut se poser actuellement, mais qu'on ne se posera plus quand ça sera commercialisé. C'est bien l'objectif, c'est très clair. Pour une raison même aussi économique, c'est très cher le sérum fœtal bovin, donc ils veulent s'en passer. Et pour une raison éthique, ils veulent quand même qu'ils aient pu recourir à des produits d'origine animale. Donc ils sont en train de s'en passer. Ils ont trouvé déjà des techniques pour s'en passer. C'est juste que ça a été au départ une façon de faciliter pour eux de l'utiliser, mais maintenant, toute commercialisation se fera à partir sans utilisation du sérum bovin. Oui, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Disons que, comme tu l'as très bien souligné, il y a deux grandes raisons pour lesquelles les producteurs de viande in vitro veulent se débarrasser du sérum fœtal bovin. C'est la question éthique, parce que la question du respect de l'animal, du bien-être animal est l'un des grands intérêts de la viande de culture, bien sûr, avec l'environnement, et par ailleurs, vraiment un intérêt économique. Vous trouvez ça, par exemple, dans le livre de Shapiro, Clean Meat, c'est déjà évoqué, alors qu'il est sorti il y a plusieurs années. On peut, simplement, le sérum fœtal bovin, donc il y a plusieurs solutions qui existent déjà, sur par exemple des cultures de champignons ou d'autres. On en a parlé d'ailleurs dans notre introduction au livre Plaidoyer pour une viande sans animal. Et voilà ce qu'on peut en dire. C'est, disons, si on veut simplifier, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant part du présupposé qu'il n'y aura effectivement pas de sérum fœtal bovin, sinon ça amoindrit quand même considérablement l'intérêt de la viande de culture. Super, merci beaucoup. Je vois que Marjorie Calise est là. J'espère que Marjorie, ça a répondu à ta question. C'est tout bon? Ok. Je continue alors. Du coup, alors partons des questions concernant l'écologie. Alors, je vais poser en fait les trois grandes questions, mais qui sont assez liées. Une première question de Jean-Marc Gancy qui dit « Est-il possible aujourd'hui d'estimer de façon fiable l'impact écologique réel de cette technologie? On a souvent des affirmations de part et d'autre qui sèment la confusion. » Une deuxième question de Marjorie, de nouveau, qui nous dit « Les méthodes actuelles de culture cellulaire utilisent énormément de matériel en plastique à usage unique qui est ensuite incinéré. L'impact environnemental de la viande cellulaire est-il vraiment inférieur à celui de la viande classique ?» Et puis une troisième question de Brigitte Wissler, qui est aussi parmi nous ce soir, et qui écrit « L'impact environnemental de la viande cellulaire serait considérablement inférieur à celui du bœuf.
Est-ce que cela veut dire que les mouvements et les partis politiques écologistes sont pour le développement et la promotion de cette viande? Alors là, il y a beaucoup de questions. Je vais laisser David en choisir une pour que ce soit pas moi. Bon, prenons-les dans prendra une l'ordre. Sur la question en fait donc de l'impact sur le climat, sur l'environnement, on pense évidemment au climat hein, avant tout. Et vous avez plusieurs estimations effectivement divergentes sur la viande de culture. Au départ, les premières études étaient très encourageantes, mais elles ont été remises en question par leurs propres auteurs du fait qu'elles ne prenaient pas en compte la question de ce qu'on appelle les bioréacteurs, c'est-à-dire les machines, si vous voulez, où on va cultiver la viande de culture et qui sont assez gourmandes en énergie. Aujourd'hui, on peut considérer que, au moins dans les pays qui ont une énergie, disons, à faible taux d'émissions en carbone, la question de l'impact environnement de la viande in vitro au niveau du climat semble vraiment, alors, disons, la viande in vitro semble très compétitive parce que les émissions sont nulles. Évidemment, pour un pays qui n'aurait pas, par exemple, qui bénéficierait pas d'une structure comme dont la France peut bénéficier, comme le nucléaire, par exemple, sans doute les estimations seraient différentes, mais bien sûr, il y a les énergies renouvelables. Donc, je dirais que voilà, la production de la viande de culture dépend beaucoup du type d'énergie utilisée. Si vous avez une énergie carbonée, vous allez forcément avoir un impact sur le climat. Si vous avez une énergie plutôt nucléaire ou énergie renouvelable, vous allez être extrêmement compétitive au regard de la viande traditionnelle, hein, la viande d'élevage, qui, elle, on le sait, contribue significativement aux émissions, disons, en méthane et aussi en CO2 d'ailleurs, et donc qui contribue au réchauffement climatique. Voilà ce qu'on peut dire. Alors surtout, il ne faut pas oublier, dans la fabrication de la viande cellulaire, on aura besoin de beaucoup moins de terres agricoles. Et donc ça, déjà, c'est en termes à la fois de climat et d'environnement, c'est très positif. C'est-à-dire que même dans les pays où ils ne disposent pas d'énergie nucléaire ou d'énergie renouvelable, le fait d'avoir des structures, je ne vais pas dire des usines, parce que le mot usine fait toujours un petit peu peur, mais je dirais des structures de fabrication de viande de culture, c'est quand même des endroits où ils vont pouvoir beaucoup moins déforester ou même éventuellement retourner à des forêts, un certain nombre de prairies déjà existantes. Donc il y aura quand même un impact global sur le climat et sur l'environnement, alors si on pense en termes de biodiversité, qui sera positif. Donc, comme disait David, c'est évident que dans les pays où il y a une énergie non carbonée, c'est très positif tout de suite, mais même dans les pays où on ne dispose pas d'énergie non carbonée, il y a quand même un intérêt environnemental, je dirais, assez important. Je réponds à une deuxième question, parce qu'il y en avait trois. Il y avait la question du plastique. Alors, le plastique, oui, alors effectivement, puisqu'on aura des entreprises qui vont créer de la viande de culture, on peut imaginer qu'il y aura une utilisation de plastique, mais je dirais, bon, pas plus que la plupart des entreprises qui existent actuellement pour n'importe quelle fabrication de nourriture ou de production de nourriture. Il y a actuellement dans l'agroalimentaire une très très grande utilisation de plastique, et je pense que toutes les entreprises sont confrontées à ce problème-là et essayent là actuellement de passer du plastique à des matières biodégradables pour en gros l'emballage. Je pense que la viande de culture sera pareil. Il n'y a pas de raison de penser que la viande de culture soit plus impactée ou soit plus problématique sur cet aspect du plastique. Je pense qu'elle n'en utilisera pas plus que la plupart des autres entreprises. Et de toute façon, au moment de la fabrication, au moment de la fabrication, on fait ça dans des bioréacteurs. Là, il n'y a pas forcément d'utilisation de plastique. C'est juste après au niveau de l'emballage, je dirais. Mais ça, on retrouve aussi ce problème dans la viande d'élevage. La viande d'élevage, il faut bien aussi l'emballer et on utilise aussi du plastique. Donc, je ne pense pas que l'utilisation du plastique soit un défaut particulier pour la viande de culture. Et alors, la troisième question qui était, est-ce que ça veut dire que les mouvements et les partis politiques écologistes sont pour le développement et la promotion de cette viande? Est-ce qu'ils vont soutenir ce développement? Ils devraient, c'est un petit peu, là, ça serait à eux de répondre. À ce jour, alors moi, je ne connais pas la Suisse, donc je ne peux pas répondre pour la Suisse. En France, ils sont très timides, pour le moins qu'on puisse dire, sur cette question. Il y a encore dans les partis écologistes français un peu une idée que cette viande, elle est entre guillemets pas naturelle
elle a une image de viande industrielle et le mot industriel fait un petit peu peur dans une idéologie écologique. Donc, il y a une méfiance par rapport à cette viande de culture qui, pour moi, n'a pas de raison d'être. Et donc, j'invite, moi, les partis écologistes à, au contraire, embrasser cette viande de culture. Ils ont tout intérêt à défendre cette viande de culture. À ma connaissance, mais là aussi je peux me tromper parce que je ne suis pas non plus un connaisseur très fin de toutes les évolutions du discours écologiste, à ma connaissance, on les entend peu sur ce sujet. Ouais. Oui, on peut même ajouter non seulement les associations écologistes, mais même les associations animalistes. Vous aurez remarqué que les associations animalistes ne se précipitent pas pour défendre la viande de culture pour diverses raisons. L'une d'elles étant que craignent sans doute que leur image soit associée à l'idée de, vous savez, les GAFAM, les grandes entreprises qui vont asservir quasiment l'humanité en produisant une viande in vitro. Donc, c'est tout à fait normal, hein. C'est un phénomène qu'on va retrouver sans doute dans tout le monde associatif. Les gens vont être assez réticents à aller s'engager en faveur de la viande in vitro, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est ce qui explique en partie que nous, on ait pris les devants, pour ainsi dire, en décidant de s'engager clairement dans la défense de la viande de culture. Ouais. Pour répondre à ta question tout à l'heure, David, alors la seule info que j'ai en fait des partis politiques en Suisse, apparemment les Verts, ce qu'on appelle les Verts libéraux en Suisse, apparemment dans leur programme auraient annoncé l'encouragement à la viande cellulaire. Donc ce qu'on appelle les Verts libéraux, donc parti de droite mais d'écologie. Très bien. Merci pour l'information. J'en profite pour rebondir aussi sur un autre aspect, au-delà de l'écologie. Je pense que ça serait quelque chose, un produit qui devrait être défendu par tous les partis politiques, je dirais pour des raisons économiques. Il ne faut jamais oublier que l'élevage actuellement, l'élevage comme on le fait à partir d'animaux pour faire de la viande, n'est pas une entreprise, ce ne sont pas des entreprises rentables. Tous les éleveurs sont subventionnés très fortement, ils arrivent à peine à vivre. Donc, quelque part, sur un plan économique, l'élevage n'est pas quelque chose de vraiment fiable. Là, on a des entreprises qui s'apparentent comme des entreprises qui risquent d'être rentables dans les années à venir, qui pour l'instant ne jouissent pas de subventions de l'État et qui ont tout à fait imaginé qu'elles vont pouvoir dans quelques années gagner de l'argent. Donc sur un plan strictement économique, on pourrait presque dire que tous les partis politiques ont intérêt à défendre cette viande de culture, qui va venir à terme, on espère, remplacer une bonne partie de l'élevage, si ce n'est tout, parce que ce sont des entreprises qui risquent d'être beaucoup plus rentables alors que l'élevage n'est pas rentable. Oui, mais alors, juste une petite remarque, c'est peut-être justement la raison pour laquelle ils n'ont pas un intérêt, je dirais, électoraliste à promouvoir la viande de culture, surtout dans un pays vraiment agricole, hein, comme par exemple la France, où cette innovation semble être mise en balance avec l'intérêt d'une filière d'élevage. Donc ça explique, je pense, beaucoup, non seulement les réticences, mais même les attaques maintenant qui viennent du camp, même de la Startup Nation française, hein, The Planet Great Again, et puis on voit finalement que ça s'est soldé sur la viande in vitro par des tweets ravageurs et une interdiction, hein, carrément, avant même la production, une interdiction de la viande de culture dans, je crois, la restauration collective. Donc on voit vraiment qu'il y a, comment dire, malgré l'intérêt écologique qui semble assez évident de la viande in vitro et surtout en face des ravages de la viande, hein, au niveau mondial, hein, au niveau du réchauffement climatique et sur d'autres questions, on a l'impression que finalement la viande in vitro et la viande en général passe à travers les gouttes, hein, de la transition écologique. Elle est mise vraiment comme un tabou, hein, mis de côté pour se concentrer sur les émissions CO2 des voitures ou de l'industrie, quoi. Et ça vient, je pense, du système de production lui-même, donc des lobbies qui sont impliqués dans ce système de production et plus intimement encore par le fait que chacun est consommateur d'un point de vue alimentaire de ces produits. Super, merci. Je me permets, Aline, je crois qu'il y a des questions dans le chat et je vois sinon un commentaire là, qui est encore lié à la discussion de Jason Cotrebill qui dit en réaction à ce que dit David, beaucoup d'entreprises de viande cultivée ne souhaitent pas être associées au mouvement animaliste justement à cause de la réputation politique négative des animalistes. Excellente remarque, effectivement. Le mouvement animaliste, et je ne parle même pas du mouvement vegan,
a une image assez désastreuse, il faut dire la chose dans l'ensemble de l'opinion. Il y a évidemment une partie de l'opinion qui soutient, parce qu'il faut quand même bien distinguer l'animalisme au sens antispéciste, au sens un petit peu radical, et l'animalisme plus traditionnel, par exemple la condamnation de la chasse à courre, de la corrida. Cet animaliste plus traditionnel-là, évidemment, est massivement soutenu par la population. Il n'y a qu'à regarder tous les sondages. Par contre, un animalisme qui est plus antispéciste, qui tend au véganisme, qui remet en question la consommation de viande, lui est vu avec beaucoup plus de réticence. En partie, il faut bien l'admettre, en partie à cause des attitudes, évidemment, des militants eux-mêmes. Ça, c'est tout à fait classique dans les mouvements. Et comme la viande de culture a plus de rapport finalement avec l'animalisme, je dirais, antispéciste, vegan, etc., qu'avec l'animalisme traditionnel, parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec la corrida et la chasse à courre ou je sais quoi d'autre, forcément, les entreprises, en gros, pour faire simple, n'ont pas envie d'en faire un truc de vegan, quoi. Mais on sait aussi que finalement, la viande de culture étant quelque chose qui va tellement être diabolisé de tous les côtés, disons, que je pense qu'elle sera tout de même pas mécontente de voir quand même que certains soutiens s'exprimer à travers la population, fût-ce des soutiens en provenance du mouvement animaliste, voire du mouvement animaliste à connotation antispéciste. Je rajouterais à ce que vient de dire David, qui est tout à fait juste, il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que souvent ces entreprises de viande de culture ne sont pas issues du mouvement animaliste aussi. Elles viennent même, les préoccupations ne sont pas forcément au départ animalistes, elles seront, je dirais, beaucoup plus environnementales. Pour une raison simple, c'est qu'ils se sont rendus compte, un certain nombre des acteurs de cette filière se sont rendus compte qu'on n'allait pas pouvoir continuer à manger de la viande comme on en mange actuellement pour des raisons pratiques de non-faisabilité sur la planète, parce qu'on ne peut pas, avec la population qui augmente et le niveau de vie qui augmente, et donc les gens qui se mettent à manger de la viande comme on va dire, les Européens ou les Américains en mangent. Et donc, ils se sont rendus compte que ce n'était pas faisable. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont au début commencé à développer de la viande de culture. Donc, au début, vous voyez, l'origine n'est pas animaliste dès le départ. Donc, c'est un peu aussi normal que maintenant, certains acteurs continuent à ne pas mettre en avant les arguments animalistes. Ils vont plutôt mettre en avant des arguments environnementaux. Mais sur ce point-là, ils ont aussi raison, puisque ce n'est pas faisable sur un plan pratique de manger de la viande comme un habitant des États-Unis, ou en gros, tous les habitants de la planète ne peuvent pas manger comme les habitants des États-Unis. Je me permettrais de faire une petite à contester, si tu veux bien, Thomas. J'insiste, c'est vrai qu'on parle beaucoup, les acteurs de la production de viande de culture parlent beaucoup d'environnement, mais ils parlent beaucoup aussi de l'intérêt en termes de bien-être animal. Ça, on le voit. Je l'ai écrit, j'ai montré justement, par exemple, de Should Cultured Meat Be Refused in the Name of Animal Dignity. J'ai expliqué que l'une des raisons qui sont mises en avant pour la défense, pour justifier la viande de culture, c'est aussi beaucoup la défense des animaux. En fait, ce sont les deux grands pôles. Là, on a d'un côté les animaux, de l'autre côté la viande de culture, et sans doute de plus en plus, on verra apparaître aussi un argument de type sanitaire. Mais par contre, là où je vais te rejoindre, c'est qu'effectivement, entre défendre les intérêts des animaux, dire qu'il y a un intérêt énorme pour épargner des vies, épargner aussi des souffrances, parce que tous ces animaux qu'on élève massivement vont souffrir. Entre dire ça et dire nous sommes des amis des animalistes et des antispécistes, il y a un monde, si vous voulez. Donc, je pense que ces gens vont pouvoir à la fois défendre quasiment des arguments très proches des nôtres, sans vouloir forcément être en rapport avec nous. Et je vais vous dire très sincèrement, ça tombe bien, moi non plus, je ne veux pas être en contact avec eux. Je pense qu'il y a vraiment une séparation à faire entre notre engagement en tant qu'animaliste ou en tant que même chercheur, simple analyste de ces questions, et toute la sphère, je dirais, industrielle, financière ou autre liée à ces industries-là. Et en ce qui me concerne, et c'est le cas de Thomas aussi, on met vraiment un point d'honneur à n'avoir aucune relation avec les startups juste pour préserver toute indépendance. Très bien. Merci beaucoup. Aline, tu as du coup reçu des questions dans le chat. Est-ce que tu veux les poser? Oui. Alors, on a reçu déjà plusieurs questions, dont une de Jason. Un seul prélèvement de cellules souches peut donner combien de kilos ou tonnes de viande sur le long terme environ? David?
Alors, de mémoire, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire de bêtises. On avait cité une chercheuse qui avait donné ce chiffre-là. Je crois que c'était 175 millions de tonnes, vraiment des chiffres pharaoniques. Bon, prenez-le avec des pincettes, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, donc ça se trouve, ce n'est pas ça, hein. Mais bon, c'était quand même un chiffre très important. Il est évident qu'en tout cas, avec la viande de culture, vous allez éliminer la quasi-totalité de production de viande à partir d'animaux. C'est-à-dire que vous aurez de manière énorme beaucoup moins besoin d'animaux. D'autant que les animaux dont vous aurez besoin, vous n'avez pas du tout obligé de les tuer. Il faut quand même le savoir. C'est des animaux qui pourraient très bien être en refuge ou autre, hein. Donc, la viande de culture, si elle était adoptée, mettrait, on pourrait dire à terme, par exemple, à des phénomènes absolument dont on peut sortir, comme l'élevage intensif, qu'on traîne quand même depuis des décennies et dont personne ne voit la fin. Irène demande, cette viande cellulaire est déjà commercialisée à Singapour, je crois. Quels sont les retours s'il y en a? Bon, les retours ont été positifs, hein. Ils ont été commercialisés alors uniquement dans un restaurant, donc pas dans des magasins encore. Elle était vendue au prix d'une viande de qualité, je crois. Donc c'était un peu plus cher que de la viande de bas de gamme, mais c'était donc de la viande vendue comme de la viande de qualité. Et le résultat était positif. Donc maintenant, eux, ils vont généraliser la commercialisation. Ça va d'abord se généraliser à plus de restaurants. Et très prochainement, alors là, on n'a pas la date, mais ça peut être d'ici 2 ans, on va dire, on pourrait avoir de la viande de culture vendue dans des magasins. Alors oui, pour les chiffres, ça c'est effectivement là, Thomas donne l'estimation optimiste. Il y a des estimations moins optimistes qui donnent plutôt 10 ans, hein. Donc on a vraiment une fourchette assez large qui va de 2, 3, 4 ans à 10 ans. Mais au-delà de 10 ans, je n'ai pas vu encore d'estimation. Vraiment, on a l'impression que dans la décennie qui vient, de toute façon, on verra une tentative assez importante d'implantation de la viande de culture dans la consommation courante. Ok, merci. Une autre question, de Marjorie, quelle est l'origine des cellules primaires utilisées pour démarrer la culture et leurs moyens d'obtention? Alors, simplement, on fait des biopsies sur les animaux, donc sur tout type d'animaux, hein. Il faut savoir que vraiment, ils essayent finalement de reproduire toutes les viandes qui peuvent exister, y compris ce qu'on appelle des viandes de qualité, des viandes qui sont vendues extrêmement chères, mais ça s'étend aussi aux sous-produits animaux, par exemple les œufs, évidemment les poissons aussi. Donc, vous faites des biopsies en tout cas pour les œufs, je ne sais pas, mais en tout cas pour les viandes, c'est des biopsies. Et à partir de là, à partir d'un milieu que vous avez comme actuellement le sérum fœtal bovin ou d'autres milieux qui sont déjà aussi utilisés actuellement, vous allez développer finalement ces cellules et jusqu'à en faire un steak ou un autre type de viande. Il faut savoir aussi que au départ, on était sur des steaks, disons, assez simples parce que c'est plus facile à reproduire qu'un steak, vous voyez, un steak haché, c'est plus facile à reproduire qu'un steak avec les nerfs, etc. Ils sont en train d'essayer vraiment d'arriver à faire vraiment une viande qui soit assez proche d'un steak plus complexe qu'un steak haché. Cool, merci beaucoup. Pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, David, du coup, je prends une question qui était qui avait été posée par Malou Amsalek qui dit est-ce qu'on peut espérer que d'ici 5 ans en Occident, le prix à la consommation de la viande cellulaire sera inférieur à celui de la viande traditionnelle? Non. Si la viande de culture est mise sur le marché, elle sera compétitive. De par le fait, on ne va pas mettre des steaks à 325 000 $ comme celui qui avait été dans une démonstration en Angleterre en 2012, je crois. Donc, vous aurez de toute façon une viande qui sera compétitive. Quant à savoir si elle sera moins chère, ça, on ne peut pas s'avancer sur le sujet, mais vous savez, être compétitif avec la viande de culture, c'est déjà quelque chose d'assez important. Si vous regardez bien la production de viande végétale, quelle que soit la marque, toutes ne sont pas très compétitives, hein. C'est quand même des viandes qui ne sont pas si données que ça par rapport à des viandes, je parle intensives, issues de l'élevage intensif. Donc, l'idée, c'est de faire au moins quelque chose qui soit à peu près équivalent. Si elle est moins chère, tant mieux. Mais ça, je crois qu'il est encore un peu tôt pour se prononcer. Ouais. Super, merci. J'arrive maintenant sur les questions qui concernent la santé.
Je vous propose, je vous lis les 3 questions et puis vous y répondez dans le sens où vous voulez. Une question de Regulus Attilius qui dit « Les consommations régulières de viande rouge sont associées à une plus grande mortalité chez les animaux humains, par exemple plus de cancers, de maladies cardiovasculaires, etc. Est-il prévu que la viande cellulaire devienne moins mauvaise pour la santé humaine ou bien ce sera pareil ?» Ouais, je peux m'arrêter là. Je sais pas, oui, bah, comme tu veux. Je m'apprêtais à répondre rapidement. Oui, bah, c'est l'objectif, je veux dire. De toute façon, ils vont avoir un argument de vente qui va être un argument sanitaire de santé dans ce sens-là. Leur argument de vente, ça va être bien sûr l'argument environnemental. Un autre argument, ça va être le bien-être animal. Et le troisième argument, ça va être c'est meilleur pour la santé. Et ben, comment ils vont réussir à faire ça? Ben, c'est assez simple, c'est que avec les viandes cellulaires, on contrôle mieux ce qu'il y a dans la viande qu'avec une viande d'élevage. Donc, s'il y a des éléments dans la viande d'élevage qui sont néfastes pour la santé, on va dire si les viandes d'élevage donnent trop de cholestérol ou quelque chose comme ça, ils vont pouvoir jouer dans la viande cellulaire pour qu'il y ait moins de cholestérol. Donc, on va répertorier en gros les éléments à incriminer dans la viande d'élevage et on va faire en sorte qu'il y en ait moins dans la viande de culture. Donc, sur ce point-là, ils vont pouvoir vendre leur viande de culture comme une viande meilleure pour la santé. Super, merci. Alors, il y avait une question du coup un peu sur le même thème, mais peut-être plus difficile à répondre. C'est quelle est la question de Brigitte Wissler? Quelle est la position des nutritionnistes par rapport à la viande cellulaire? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui se sont positionnées? À ma connaissance, non, ou pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais il y a un gros problème quand on parle de nutritionniste, parce que surtout, alors la Suisse, je ne sais pas, je parlerai un peu de la France. La plupart des nutritionnistes en France, quand on les interroge, ils disent toujours qu'il est nécessaire de manger des produits d'origine animale. Donc, vous voyez, il y a déjà un gros problème alors que les spécialistes en nutrition vont dire qu'on peut bien sûr s'en passer, mais le nutritionniste classique en France va dire non, non, il faut manger de la viande, c'est nécessaire pour le fer ou n'importe quoi, ou même pour les protéines. Bon, ce sont bien sûr des discours qui ne tiennent pas longtemps la route. Donc, il faudrait savoir à quel nutritionniste on s'adresse. C'est la première chose. Alors, maintenant, il n'y a aucune raison. Comme déjà, on peut se passer très bien de viande d'une manière générale et bien vivre. Je ne vois pas pourquoi le fait de manger de la viande cellulaire poserait un problème d'une manière ou d'une autre. Il peut apporter des nutriments. Hein. La viande, elle apportera des nutriments comme la viande de toute façon d'élevage, donc elle apportera des nutriments. Elle apportera des meilleurs nutriments, comme je l'ai dit dans la réponse sanitaire juste avant, puisqu'on pourra mieux contrôler les éléments qu'elle contient. Donc, il n'y a aucune raison pour moi, un nutritionniste dise que cette viande pose un problème dans le fond. Maintenant, vu l'état des connaissances des nutritionnistes français, on peut s'attendre à tout. Mais je ne vois pas comment, sur un plan logique, ils pourraient critiquer cette viande cellulaire. Oui, enfin, peut-être on a eu, nous, Thomas et moi, l'occasion de traiter d'un cas très spécifique. C'est l'idée que finalement, à cause d'utilisation d'hormones dans la viande de culture, parce que il n'y a pas que le sérum fœtal bovin, évidemment, pour produire une viande de culture, il y a d'autres intrants. Et donc, une personne avait soulevé la question des hormones, puisqu'on va utiliser des hormones pour la viande de culture, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va être négatif pour la santé humaine? Donc, ça, on y a répondu. On a la chance de connaître une personne qui est un spécialiste de ces questions. Donc, on lui a posé des questions on a eu vraiment d'assez longs débats avec lui par mail. Hein. On a échangé beaucoup et ça nous a permis de répondre à cette interrogation-là. Tout simplement, le fait que la viande traditionnelle elle-même aussi fait une grande utilisation de diverses substances, dont les hormones. Et a priori, il n'y aura pas de plus d'hormones dans la viande de culture. Mais, ouais, on voit déjà quand même la première interrogation, d'ailleurs tout à fait légitime. Il ne faut pas évidemment mettre sous le tapis des questions de ce genre-là qui sont tout à fait légitimes et qui doivent pouvoir être posées et auxquelles on doit pouvoir apporter des réponses. Je pense qu'il y en aura d'autres, certainement. On n'a pas en tête, nous, tout le processus. C'est exactement comme il se déroule. On n'est pas biologiste, donc on ne peut pas vous répondre vraiment finement sur ces questions. Mais de ce qu'on en sait, de ce qu'on en a compris,
à part la question des hormones, en tout cas, il n'y a rien qu'on a vu émerger. Il n'y a pas d'autres questions de ce genre-là qu'on a vu émerger. Il y en aura peut-être d'autres pour l'instant, mais à ce jour, nous, on n'en a pas vu émerger dans la littérature, en tout cas dans le monde médiatique, des gens qui se présentent comme sceptiques sur la viande de culture. Super, merci. Pour compléter en fait cette question concernant la santé, je lis un commentaire de Nico qui parle justement, il y aura peut-être aussi l'argument de réduction du risque de l'émergence de zoonoses, aussi dans les arguments de vente de viande cellulaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, oui, oui. C'est clair que les zoonoses peuvent être liées aux élevages. À partir du moment où on diminue les élevages, on diminue les risques de zoonose. Ça, c'est un avantage aussi très clair. Un raisonnement impeccable, rien à ajouter, effectivement. C'est simple syllogisme. Ouais, super. Aline, il y a des questions dans le chat? Oui, plusieurs questions. Irène demande si le nom viande suscitera ou suscite déjà des oppositions. Tout à fait, oui, il y aura des oppositions légales, judiciaires, comme on a pu en connaître sur d'autres sujets. Vous savez, le lait végétal, etc. Vous connaissez très bien tout ça. Il est évident que la viande in vitro va devoir subir, c'est déjà le cas, je veux dire, il y a déjà des lobbies, je pense, qui ont déjà prévu, qui disent déjà qu'ils s'opposeront au fait de la dénomination en tant que viande de la viande in vitro. Alors ça pose une question qui est très intéressante, c'est de savoir est-ce qu'on peut considérer que la viande in vitro n'est pas de la viande? Parce que si vous dites que ce n'est pas de la viande, légalement, il faut au moins que ce ne soit pas de la viande, je dirais, biologiquement ou en tout cas physiquement, disons. Et là, je pense qu'il y a un débat juridique qui va avoir tout son intérêt et je ne suis pas certain que la viande in vitro va sortir défaite de ce combat parce qu'elle a quand même il y a quand même un argument de poids en faveur de la viande in vitro, contrairement aux laits végétaux, etc. C'est que la viande in vitro, c'est de la viande. C'est pas du blé, c'est pas de… Justine demande que pensent les véganes au sujet de la viande cellulaire. Est-ce que certaines se sont déjà exprimées à ce sujet? Alors oui, je vais répondre, peut-être après Thomas pourra compléter. Oui, tout à fait. Les véganes, beaucoup de véganes sont extrêmement opposés à la viande de culture. Ils considèrent que c'est une manière de laisser à croire que les animaux sont des êtres qu'on doit manger, donc de réduire les animaux à une forme de nourriture. Et pour cette raison, donc, ils n'hésitent pas à considérer que la viande de culture doit être bannie et qu'il faut être végane. Évidemment, ça fait l'impasse sur le fait que les gens ne vont pas devenir véganes, a priori. Et certainement pas, en tout cas, d'après les prédictions de la FAO qui prévoit, je crois, en 2050, le double de consommation de viande, parce qu'il n'y a pas que l'Occident. Il y a aussi d'autres pays qui n'entendent pas devenir véganes, étant eux-mêmes contraints au végétarisme du fait de leurs conditions. Ils ont bien l'intention de manger de la viande. Il est vrai que dans les pays occidentaux, on va avoir tendance à se végétaliser davantage. C'est prévu et il y a des projections dans ce sens, mais certainement pas au point d'avoir un monde vegan du tout. Et au contraire, on voit que si la part de la viande animale traditionnelle décroît, ce sera pour une part grâce au steak vegan, la viande végétale et tout, et pour une bonne part aussi grâce à la viande de culture. D'après les projections qui sont très hypothétiques par définition, qu'on peut faire sur plusieurs décennies. Mais donc, ces véganes, je crois, il y a Franchion et tous ces mouvements-là de vrais véganes abolitionnistes se disent vraiment farouchement opposés à la viande de culture. Alors, je vais vous dire peut-être un peu cyniquement, j'arrête là, je sais pas forcément une mauvaise nouvelle, peut-être que les industriels de la viande de culture sont ravis de savoir qu'il y aura quand même des véganes pour cracher sur la viande de culture et pouvoir dire, regardez, on n'est pas un truc de vegan. Léo demande quel est, selon vous, l'argument d'opposition le plus convaincant ou le plus difficile à répondre? C'est difficile, je dirais c'est difficile à répondre à cette question, puisque je trouve que les arguments d'opposition ne sont pas convaincants d'une manière générale. Donc, quel est le plus convaincant?
Moi, j'aurais du mal. Je ne sais pas si David en a imaginé un. Moi, j'ai l'impression que les oppositions à la viande de culture sont surtout des oppositions soit corporatistes, on défend de la part des éleveurs et des gens qui soutiennent les éleveurs, on défend une activité et une filière, ça se comprend. Mais bon, ça, il faut comprendre aussi que le monde doit évoluer. Et les autres arguments, en général, quand ce n'est pas pour une défense de la filière de l'élevage, je dirais c'est des arguments que je taxerais globalement un petit peu d'irrationnels. C'est une peur de ce qui n'est pas naturel, de ce qui est produit alors, en laboratoire, entre guillemets, je dis, parce que ce n'est pas forcément en laboratoire, mais c'est une image qu'on a, c'est une connotation de la viande de culture, c'est un rejet a priori de ce qu'on appelle la nourriture transformée, alors que toute nourriture est transformée, le pain c'est une nourriture transformée, donc il y a une espèce de peur comme ça irrationnelle par association où la viande de culture véhicule une mauvaise image. Je pense que si on rappelle un peu ce que c'est la viande de culture, bah, c'est effectivement un produit transformé, mais comme beaucoup de produits transformés, comme la bière est un produit transformé, comme le pain est un produit transformé, ça n'en fait pas des produits horribles dont il faut se méfier. Et donc, si on ramène un petit peu les choses sur terre, on s'aperçoit que la viande de culture, bah, c'est un processus comme beaucoup d'autres dans l'histoire de l'alimentation où on a transformé des produits, des matières premières en nourriture, et je pense qu'elle devrait être acceptée avec le temps, quand on a compris ça et quand on a oublié les mauvaises images et les mauvais procès qui lui sont faits. Oui, alors je serais d'accord avec Thomas, effectivement, ça c'est ce qu'on pourrait, je pense, c'est les arguments les plus importants en fait pour le tout un chacun hein, des consommateurs. Maintenant, on a quand même, faut reconnaître aussi qu'on a des détracteurs de la viande de culture, qui sont aussi des détracteurs d'ailleurs de l'animalisme, etc. Qu'on connaît très bien, Jocelyne Porcher, Paul Ariès, Gilles Huneau. Et eux, on peut, je pense, mesurer le fait de savoir si leurs arguments portent, il suffit de les mesurer à leur présence médiatique. Donc, on peut, je pense que si on adopte cette méthode, je dirais, moi, que les arguments des anti-viande de culture seraient l'idée d'un monde, disons, un peu dystopique, où les GAFAM dominent le monde. Vous voyez, c'est eux qui, un peu comme Soleil Vert, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est eux qui produisent la viande, et puis nous, on est dépendants comme ça. Sinon, ils peuvent nous faire mourir de faim, à la limite, s'ils souhaitaient. Vous voyez, ce genre d'imaginaire-là, je le tire un peu à l'extrême, mais c'est un peu ça. C'est nous projeter dans un monde ultra-capitaliste où même la viande sera capitaliste comme si elle ne l'était évidemment pas du tout. Soit dit en passant, je rappelle quand même que je crois qu'il y avait la question sur les personnes qui s'intéressent à la viande de culture, vous avez les animalistes et tout, mais vous avez aussi les industriels de la viande, il faut le savoir. Hein. Notamment Tyson, ce n'est pas que des GAFAM hein, qui investissent dans la viande de culture. Le monde, l'industriel, l'énorme industriel de la viande qui est Tyson investit massivement dans la viande de culture. La Chine aussi a investi beaucoup, etc. Et l'autre, peut-être, si je devais trouver un autre argument qui n'est pas négligeable éthiquement, c'est l'argument de l'extinction. C'est-à-dire, c'est un argument qu'on opposait d'abord avant aux véganes abolitionnistes. Et cet argument, maintenant, il est opposé à la viande de culture, que ce soit donc par les détracteurs français, mais je l'ai vu aussi dans des articles à l'étranger. Un certain nombre de philosophes considèrent qu'on ne fait pas un cadeau aux animaux en supprimant l'élevage. Hein, alors ça, c'est évidemment, c'est le genre de questions auxquelles on a entendu répondre dans le plaidoyer. Thomas, par exemple, a fait une intervention spécifique sur la question du capitalisme de la viande de culture, donc peut-être qu'il vous en parlera tout à l'heure. Et on a aussi répondu, il a aussi d'ailleurs répondu à la question des animaux, est-ce qu'on va vraiment faire disparaître les animaux de la planète en démontrant qu'effectivement, ça ne tenait pas la route. Mais en tout cas, on peut les identifier comme les deux arguments un peu massus qu'on va venir comme ça asséner contre la viande de culture dans les médias. Oui, oui, moi je suis d'accord. Hein, ce sont alors, je ne sais pas si j'ai besoin de compléter, parce que ce que dit David est juste, hein, mais ce sont là aussi des arguments qui je dirais, sont pas sérieux. On fait peur, on dresse un épouvantail d'un monde dystopique. On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette critique, elle ne tient pas la route. C'est-à-dire que comme si la viande de culture serait une viande plus capitaliste que l'autre viande. On est dans un monde qu'on appelle capitaliste, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire le capitalisme. Les gens qui critiquent un peu ce monde capitaliste souvent, ou la viande de culture comme étant capitaliste, on ne sait pas trop ce qu'ils reprochent
quel aspect du capitalisme ils reprochent. La viande d'élevage qu'ils défendent, elle est aussi soumise aux lois du marché de la même façon que sera soumise la viande de culture. Donc c'est un espèce de procès dont on ne sait pas, on parle plus en termes d'épouvantail que d'arguments vraiment sérieux. Et donc j'ai essayé un petit peu de défiler un peu les fils de cette critique, mais ça ne repose un peu sur rien. Il n'y a pas à avoir peur que la viande de culture nous amène plus vers un monde capitaliste que la viande d'élevage. On peut très bien imaginer que la viande de culture soit gérée par des structures, on va dire, plus sociales, je veux dire, qu'elles soient plus des structures même locales, qu'elles ne soient pas défendues par des coopératives. On peut tout imaginer. La viande des cultures ne dépend pas d'une forme particulière d'investissement. Elle se trouve actuellement que les investisseurs dans la viande de culture, ce sont des investisseurs en grande partie privés, effectivement, qui ont l'habitude d'investir dans des grands projets qui vont se réaliser pas avant des années. Donc, il faut avoir, bien sûr, beaucoup d'argent pour investir là-dedans. Donc, ce sont des gens qui ont beaucoup de fonds. Donc, ça peut être les GAFAM, mais ce n'est pas plus les GAFAM que d'autres entreprises. Et la viande de culture n'est pas destinée en soi à être une viande défendue par ces grandes entreprises. Elles peuvent être gérées très bien par des coopératives, comme une ferme peut être une ferme coopérative. Donc, tout ça, c'est un mauvais procès. Quant à l'argument de la disparition des animaux, bien sûr, c'est le même argument qu'on fait aux véganes, c'est-à-dire qu'il y a un argument qui ne tient pas la route. Au sens que ça ne sert à rien ça sert à rien pour les animaux. Je ne sais pas quel est l'intérêt qu'ils peuvent avoir d'être élevés dans les conditions dans lesquelles ils sont élevés actuellement et d'être tués quand ils sont encore très jeunes. Donc, si on pouvait mettre fin à cette forme de vie misérable pour des milliards d'animaux, je pense que les premiers à nous en remercier seraient certainement les animaux. Quant à la disparition totale des animaux, elle ne serait pas là. Il y aurait forcément une grande réduction du nombre d'animaux de rente, puisqu'on ne les exploiterait plus, mais on pourrait très bien avoir un certain nombre d'animaux qui existeraient toujours et qu'on garderait à ce moment-là dans des structures d'accueil et où on pourrait développer des formes de relations, de contact avec eux, comme on ne peut pas actuellement, puisque de fait, les animaux dans les fermes, on ne va pas les voir, on ne les côtoie pas, ils sont destinés de toute façon à être abattus quand ils sont très jeunes. Donc, je pense que là aussi, c'est un mauvais procès, c'est la stratégie des Ariès et des Porcher de faire peur, mais quand on analyse de près leurs arguments, on s'aperçoit que ça ne tient pas la route. Oui, juste peut-être une précision. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thomas. C'est vrai qu'il faut, pour bien avoir les idées claires sur ces sujets, je distinguerais deux types de production, l'élevage intensif et l'élevage extensif. Sur l'élevage intensif, évidemment, nos détracteurs vont dire, les plus extrémistes de nos détracteurs diront, mais même dans l'élevage intensif, si l'animal a un temps soit peu de plaisir, juste assez pour que, disons, un calcul utilitariste fasse qu'il vaut mieux qu'il y ait cet élevage plutôt qu'il ne soit pas là, ils vont pouvoir donc dire, finalement, même l'élevage intensif, finalement, il peut être… Bon, ça ne tient pas à route. Personne ne croit un seul instant que l'élevage intensif offre aux animaux des vies dignes d'être vécues. Donc, sur ce plan-là, effectivement, comme l'a très bien dit Thomas, les animaux, même, je dirais, au-delà de l'intérêt de l'animal, mais si on veut prendre les choses de manière un petit peu holiste, en considérant l'animal dans sa place à un paysage, à une culture, bon, les gens ne verront pas ces animaux disparaître tout simplement parce qu'ils ne les voient pas, ils ne les croisent pas, ils n'entrent pas dans des élevages intensifs dans lesquels ces animaux sont enfermés, donc ils ne peuvent pas manquer. Ils ne peuvent pas manquer ni pour l'intérêt qu'ils ont eux à vivre, ni pour l'intérêt qu'ils peuvent présenter dans une vision globale de la société. Par contre, pour ce qui est de l'élevage extensif, là évidemment les choses sont beaucoup plus délicates à envisager. D'un point de vue abolitionniste, évidemment, on va dire qu'on préfère que les animaux ne naissent pas pour être mis à mort, y compris s'ils ont eu une vie décente, une vie qui n'est pas celle dans les élevages intensifs. Mais ça, c'est un point de vue abolitionniste. D'autres ne seront pas d'accord avec ce point de vue. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est que disons que si l'élevage extensif peut prêter à débat, comme l'a très bien dit également Thomas, de toute façon, c'est une simple vue de l'esprit parce qu'il est évident que la viande de culture ne va pas menacer à 100% tout type d'élevage. Elle va remplacer autant qu'elle le pourra l'élevage intensif qui représente, je rappelle, 80% de l'élevage dans un pays comme la France et sans doute dans d'autres pays, ça doit être à peu près la même chose. Donc,
Donc voilà, pour ce qui est, on pourrait même conclure en disant finalement, c'est une question, je dirais, démocratique. Si demain, effectivement, admettons, vu l'esprit, on est très loin, mais admettons que demain, l'élevage intensif ait pu être remplacé par de la viande de culture et qu'il ne reste plus que de la viande, disons 20% de la production en viande d'élevage, eh bien là, on pourra débattre d'élevage donc extensif, là on pourra débattre du sort de ces animaux. Thomas l'a dit dans son intervention, on peut le répéter, on peut parfaitement concevoir qu'une société continue à produire ces animaux-là, non pas à des fins de mort pour l'alimentation, mais à des fins, disons, de coexistence avec différentes espèces. Et ça, c'est un point de vue que moi, je défendrais, parce que je ne pense pas qu'il faille faire disparaître des espèces du seul fait qu'elles ne sont pas exploitées. Et ça représente aussi quelque chose, on ne peut pas mettre à bas des millénaires de cohabitation, et par ailleurs, que deviendrait un humain qui serait débarrassé de tout lien avec les animaux, à part les chiens et les chats? Peut-être qu'il perdrait une grande part de ses capacités empathiques, on ne sait pas. Donc, c'est des questions qui ne sont pas à prendre à la légère, mais puisqu'il y a une solution pratique, puisqu'on peut remplacer ces animaux sans les faire naître pour les tuer, dans ce cas-là, je veux dire, la question se déplace plus sur la volonté politique qu'on peut avoir au moment où l'élevage extensif serait menacé. Et par ailleurs, on peut terminer juste en disant que ce sont des débats démocratiques qu'on a le droit d'avoir. Si le consommateur décide que demain, il ne doit plus avoir d'animaux, c'est son choix qui pourra s'exprimer dans sa consommation de viande. Et c'est de ça que veulent priver les défenseurs de l'élevage, en défendant même l'élevage intensif comme une sorte de barrière pour l'élevage extensif, en privant finalement les consommateurs de leur droit à décider de la place de l'élevage finalement dans notre société, à travers la viande de culture. Merci. Vous avez déjà partiellement répondu à la réflexion, la question de Margot, qui s'interroge sur le rôle de la viande cellulaire dans l'évolution de nos rapports avec les animaux que l'on a l'habitude de manger. Est-ce que perpétuer la consommation de chair, même cultivée, ça ne serait pas retarder l'évolution justement des mentalités quant au statut moral des autres animaux? Est-ce que ça ne ferait pas reculer justement la réflexion? Alors ça, c'est une question que vont se poser les véganes, qui accordent un poids très important aux symboles, comme si, voilà, de manière très performative, de simples symboles allaient déterminer. Bon, ça, c'est des théories qu'on peut aussi contester. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est tenu pour acquis. Mais si on veut répondre frontalement à cette question, je rappelle quand même que si la viande de culture est proposée, c'est aussi pour épargner des animaux. Donc, il est un peu contradictoire de dire on va faire de la viande de culture pour sauver des animaux et c'est ça qui va empêcher de sauver des animaux. D'où l'intérêt, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en discutant avec Thomas, d'où l'intérêt aussi d'avoir une viande de culture qui est proposée pour défendre les animaux. Si vous proposez une viande de culture simplement pour l'environnement et pas aussi pour des raisons d'éthique animale, dans ce cas-là, vous n'allez peut-être pas favoriser une prise de conscience, si vraiment on s'attache à ça, en faveur des animaux. Mais très sincèrement, qui peut croire un seul instant que la viande de culture ne sera pas adoptée avec en vue l'idée de soulager la souffrance animale dans le monde? Donc, évidemment, ce sera quelque chose c'est une démarche, un peu comme je dirais, vous voyez, par exemple, la cigarette électronique, c'est aussi fumer, mais c'est fumer contre la cigarette de tabac. Là, vous allez manger de la viande, mais vous allez manger de la viande contre la viande qui tue les animaux, vous voyez. Donc, on a vraiment... du seul fait d'adopter de la viande de culture, l'idée de promouvoir la cause animale, de promouvoir la défense des animaux d'élevage. J'ajouterais à ce que dit David que pour la dimension un peu psychologique que ça peut avoir, c'est qu'il faut bien comprendre que l'être humain est capable de comportementer. C'est-à-dire que nous, actuellement, la plupart des humains mangent de la viande qui vient des animaux et ça ne leur donne pas envie forcément de manger de la viande d'humain, alors qu'on pourrait dire que la viande d'humain elle aurait le même goût. Donc, ils ont bien fait une distinction très claire entre la viande d'animaux et la viande d'humain. Donc, on pourrait très bien imaginer que sur un plan psychologique, le jour où les gens se mettront à manger de la viande de culture, qu'ils feront une très forte distinction entre la viande de culture
et finalement la viande qui vient d'un animal d'élevage. Et que donc, le fait de manger de la viande de culture ne leur donnera pas envie d'exploiter ou de maltraiter forcément les animaux, comme actuellement, le fait de manger de la viande d'élevage d'un animal ne donne pas envie de maltraiter les humains. Donc, je pense que l'être humain est capable de faire des compartiments et la viande de culture va justement nous aider à faire ce compartiment. C'est-à-dire que la nourriture, ça va quelque part d'une certaine manière la détacher des animaux d'élevage. La nourriture, ça viendra d'ailleurs. Alors, ça sera toujours de la viande, effectivement, et ça ne sera pas de la viande d'un animal d'élevage. Et on pourra à ce moment-là repenser nos relations aux animaux d'une manière un peu plus constructive. Oui, ce sont vraiment des très justes remarques là, effectivement. J'abonde tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Thomas. Il ne faut pas oublier quand même que ce que c'est que la viande de culture au départ, hein. Comme l'ont dit certains chercheurs, la viande de culture, ça prononce un divorce conceptuel entre la viande et l'animal. Pendant des millénaires, les gens, des philosophes ont combattu, ont condamné la viande, ont déclaré que la viande était une atteinte à la compassion et faisait souffrir les animaux, qu'on pouvait s'en passer, etc., etc. Mais aucun de ces philosophes n'avait envisagé qu'on puisse séparer conceptuellement la viande de l'animal. Donc, le simple fait qu'un divorce soit prononcé, si vous voulez, permet d'envisager complètement une distinction entre l'animal et la viande. Pour la petite information, c'est vrai que les philosophes en général, plus tard, Porphyre, Voltaire, tout ça, n'avaient pas envisagé qu'on puisse distinguer viande et un animal, mais Winston Churchill, lui, l'avait fait tout de même, hein. Il avait déjà pensé à cultiver la viande sans tuer d'animaux. Est-ce que, Irène demande, est-ce que la viande cellulaire est expérimentée sur les animaux? Ah oui, est-ce qu'ils font des tests sur les animaux pour savoir si la viande in vitro pourrait provoquer des maladies, c'est ça? Je ne sais pas si Irène, tu voudrais préciser ta question. Je pense qu'elle veut dire, est-ce qu'on fait manger de la viande in vitro à des chiens et des chats pour voir s'ils développent des tumeurs, ce genre de choses peut-être? Voilà, par exemple. Thomas va peut-être me… Oui, c'est le sens de sa question. Pas à ma connaissance. Hein. Pas à ma connaissance. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque de développer justement des cellules problématiques en les faisant se multiplier dans de telles quantités? Nico demande, le moindre scandale serait très préjudiciable pour la filière. Est-ce qu'il y a beaucoup de risques? Quels sont les risques? Je crois qu'elle répond elle-même à la question. Le moindre scandale serait tout à fait préjudice à la filière. Je crois qu'ils ne peuvent pas se le permettre. C'est des environnements qui vont être extrêmement contrôlés et donc ils ne laisseront aucune place à ce genre d'effets indésirables, si je puis dire, hein. Tout va être très bien, tout va être contrôlé et donc c'est un processus qui est maîtrisé, hein. A priori, il n'y aura pas de risque de ce genre-là, de ce que nous en avons compris, de ce que nous en connaissons pour avoir consulté la littérature sur le sujet. Mais on peut se tromper. Sous réserve que certaines études nous aient échappé. Mais il faut se rassurer déjà avec le fait que la viande de culture, pas la viande de culture, mais les tissus, je veux dire, humains sont déjà cultivés. On fait de la peau de culture, on fabrique de la peau de culture et on utilise de la peau de culture. Alors, on n'ingère pas la peau de culture, mais c'est déjà des processus qui sont faits et il n'y a pas de problème le fait de vous mettre, quand vous êtes un brûlé, qu'on vous rajoute de la peau qui a été cultivée pour bien sûr vous soigner, ça ne crée pas de problème en soi. Donc, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, c'est tout simplement ce développement des cellulaires. De toute façon, c'est le développement cellulaire. La viande, c'est un développement cellulaire. Il n'y a pas la viande dans un animal vivant, je veux dire. Donc, le fait qu'elle soit dans une cuve, c'est le même processus. Il n'y a pas de raison, je dirais, a priori, que ça soit quelque chose de plus à risque que la viande provenant d'un animal. Super, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions, en tout cas dans le chat. Je ne sais pas s'il y a encore quelques personnes qui veulent poser une question. Ah, il y a Margot qui dit « Comment lier le développement de la viande cellulaire et l'argumentaire technocritique ?» Alors, je ne sais pas ce qu'elle entend par l'argument technocritique. Si on refuse la technologie, effectivement, la viande de culture n'est pas une solution, mais
Je ne sais pas ce que ça veut dire, refuser la technologie. Je veux dire, là, on est déjà en train d'utiliser la technologie pour se parler. Je ne sais pas. Donc, il faudrait voir. Effectivement, quelqu'un qui veut à tout prix vivre comme vivaient nos ancêtres il y a 3000 ans, effectivement, ne va pas trouver dans la viande de culture une solution satisfaisante. Si c'est ça qu'elle veut dire, effectivement, la viande de culture ne sera pas la solution. Maintenant, je veux dire, la viande de culture, c'est bien sûr issu d'une technologie. Moi, je ne vois pas en quoi le fait qu'elle soit issue d'une technologie soit un problème. Et je vois qu'en revanche, elle permet de régler plein de problèmes. C'est-à-dire des problèmes, comme on a dit, surtout pour les animaux. Donc, je ne vois pas de raison de la refuser. Oui, en effet, comme l'a dit Thomas, tout dépendra de la place qu'on va accorder à la critique des technosciences dans le débat public. Il serait quand même, il faut quand même le dire, il serait quand même assez surprenant que la question de la technoscience trouve un petit peu à s'exprimer, enfin les doutes sur la technoscientifique trouvent à s'exprimer en particulier comme par hasard sur la viande de culture. Cela dit, je vais quand même modérer un petit peu mon propos. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà eu ce genre de débat avec les OGM. Donc, il est possible effectivement qu'on ait une sorte de continuité un peu dans l'imaginaire, même si ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Hein. Technologiquement, ce n'est pas du tout la même chose. On pourrait avoir effectivement une sorte de réaction à la viande de culture qui serait un peu du même ordre, un peu comparable, disons, à la réaction qu'on a pu avoir face aux OGM. Cela dit, n'oublions pas quand même que les OGM, il y avait deux choses. C'était d'un côté les problèmes de santé, disons, et de l'autre les problèmes de pollution environnementale. Pour les problèmes de santé, comme l'a très bien dit tout à l'heure Thomas, a priori, la viande de culture est censée être au minimum aussi bonne sanitairement que la viande traditionnelle, et peut-être même meilleure. Et pour ce qui est évidemment de la question environnementale, il n'y a pas de risque de pollution environnementale avec la viande de culture. Et il y a même plutôt une chance de voir, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, une chance de voir des gains énormes en termes de réchauffement climatique et de surface sauvage, quoi. Donc, je pense que ça fera partie des grandes questions débattues. En tout cas, cette question, elle anticipe sans doute ce qui sera dit dans les médias ou au moment de la commercialisation de la viande de culture, où évidemment ces questions ne manqueront pas d'être posées dans un débat très, très, très vif. On a une dernière question en fait dans le chat, peut-être trop technique, vous allez nous dire quelle est la matière première qui permet la croissance des cellules? C'est les cellules. Après, il faut nourrir. Et le milieu. Et le milieu. Là, par exemple, le sérum fœtal bovin et d'autres intrants qu'on va mettre, qui sont ceux qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il y a des hormones, il y a le milieu, comme le sérum fœtal bovin qui est déjà remplacé et qui sera de plus en plus remplacé. Voilà, des choses de ce genre. Il n'y a pas de matière première particulière. De l'eau, hein, mais bon, c'est tout. Super. Merci. Je vois aussi Nico qui dit remplacer par quoi d'ailleurs des pistes? Je ne comprends pas la question. Oui, en gros, là, nous, on n'a pas, moi, à moins que David ait l'information, moi, je n'ai pas la connaissance technique. Nous, on n'a pas abordé le sujet sur le processus technique de fabrication de la viande de culture. Donc, on n'a pas été voir dans les laboratoires comment ils faisaient la viande de culture. Nous, on s'est placé d'un point de vue, je dirais, d'éthicien pour voir quel était l'intérêt à défendre la viande de culture. Alors, je n'ai pas la réponse, moi, technique à par quoi on remplace spécifiquement le sérum fœtal. Il y a un certain, il faut que ça soit bien sûr un milieu nourrissant. Donc, je ne sais pas, il y a forcément des glucides, des lipides. Je vois dans les questions, il y a un certain nombre de choses. J'avoue que je n'ai pas la réponse technique. Ce que nous, on a lu, moi et David, c'est que les spécialistes nous disent que eux déjà, maintenant, ils ont commencé à s'en passer. Alors, il faudrait aller voir, il faudrait aller leur demander, hein, mais moi, je n'ai pas la réponse technique. Pour moi, l'important sur un plan éthique, c'est de savoir qu'on peut s'en passer, que ça marche, et que dans les projections des fabricants, la viande de culture qu'ils vont commercialiser, ça sera une viande de culture qui se fera ou qui aura été développée sans sérum fœtal bovin. Donc, c'est ça qui est important. Sur l'aspect technique, je suis désolé, je n'ai pas été m'informer précisément.